Bonjour à tous. Un conflit armé, une guerre économique viennent rendre le marché des semi-conducteurs encore plus tendu qu'il ne l'était auparavant. On va décrypter ensemble quelle est cette crise qui touche les semi-conducteurs et leur approvisionnement. Autre sujet dans Smart Tech aujourd'hui, ce sera l'alerte cyber, une façon de se mettre à jour un peu sur toutes ces précautions qu'il faut prendre quand on navigue dans le monde numérique. On verra aussi quelles sont les arrestations qui ont eu lieu dans le monde du cybercrime. Et puis on parlera du Web3 en fin d'émission pour regarder comment est-ce qu'on peut davantage féminiser ce nouveau secteur qui se développe. Mais avant toute chose, interview dans Smart Tech, on va parler de la Coupe du Monde au Qatar et de ses applis espionnes. À la une de Smart Tech aujourd'hui, je vous l'ai dit, on va parler de la crise géopolitique véritablement sur l'approvisionnement en semi-conducteurs, à savoir ces puces électroniques dont on a besoin cruellement aujourd'hui dans tous nos appareils électroniques. On va en parler avec Mathieu Duchâtel, directeur du programme Asie à l'Institut Montaigne. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous débattrez donc tout à l'heure de ce sujet. On va plutôt essayer de le décrypter d'ailleurs, ce sujet de la crise des puces électroniques avec Christelle Hérémian, journaliste à la revue spécialisée Électronique. Mais d'abord, nous allons écouter ensemble Ingrid Zollner qui va nous parler d'un sujet hautement d'actualité, la Coupe du Monde au Qatar qui est sous le feu des projecteurs du côté du monde numérique pour ces applications espionnes. En tout cas, c'est comme ça qu'elles ont été désignées par certains experts de la sécurité. Bonjour Ingrid. Bonjour Delphine. Je rappelle que vous êtes membre du comité exécutif de Tetris. Tetris, c'est vraiment notre pépite française dans la cybersécurité, un éditeur donc de solutions contre le cyberespionnage justement et le cybersabotage. Est-ce que déjà, dans ce contexte de Coupe du Monde, on est aujourd'hui dans un contexte à fort risque en matière de cybersécurité ? Oui, clairement. Alors, contexte de Coupe du Monde et même plus largement, tout le contexte dont on parlait au tout début, les tensions géopolitiques au sens large, font que, d'un point de vue cybersécurité, il y a de gros enjeux en ce moment. Ça ne fait qu'être croissant donc, dans ce secteur. Exactement. Et alors, si je reviens à la Coupe du Monde, on attend plus d'1 million de fans dans cet événement et pour ce qui est des ressortissants français, en tout cas, on a l'autorité de protection des données personnelles, la CNIL, qui a demandé aux Français d'être particulièrement vigilants avant de se rendre au Qatar, parce que quand on arrive sur le sol, il faut installer 2 applications. Or, ces applications peuvent être problématiques. Est-ce que vous les désigneriez, ces 2 applications, comme des applications espionnes, vous ? Alors, elles sont requises, en effet, elles sont étatiques ou fortement, obligatoires, d'ailleurs rendues obligatoires par l'État. En effet, de là à dire qu'elles sont espionnes, c'est compliqué parce que cela impliquerait d'accuser finalement une nationalité, un État, de fait dire qu'il y a des missions d'espionnage derrière ces 2 applications. Ouais. Ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'au Qatar, on n'a pas du tout les mêmes règles de protection des données personnelles qu'en Europe. Exactement. Donc, ces applications ne sont pas régies par les mêmes règles qu'en Europe, clairement. C'est la raison pour laquelle la CNIL, mais d'autres pays aussi, d'autres autorités similaires à la CNIL. En Allemagne également, oui. J'ai vu l'Irlande, j'ai vu l'Allemagne, j'ai vu pas mal de pays inciter à la prudence sur les voyages dans certaines zones, pas que le Qatar, mais dans certaines zones. Et là, en l'occurrence, la CNIL recommande donc de prendre un téléphone vierge, presque à usage unique pour ce voyage. Pourquoi ? Parce que ces apps qui sont donc requises, l'une globalement pour le tracking. Déjà, ça c'est un premier point quand même qui est assez original, d'imposer à toute personne rentrant sur le sol qatari de télécharger 2 applications. Alors, ça, c'est plutôt assez inédit. Alors, il y en a une, c'est pour les identifier finalement comme des fans, comme des supporters de la Coupe du Monde. Ouais. C'est l'application Aya. Et puis, il y en a une autre qui gère le suivi de l'épidémie Covid-19. C'est ça. Bon, dans le contexte actuel, le contexte sanitaire que l'on subit aussi depuis 2-3 ans, finalement, imposer un suivi du Covid, notamment, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. D'accord. Après, il y a des pays où on peut aller avec un justificatif papier. Oui. Bon, il y a des pays où il faut absolument une app. Cette app, en l'occurrence, pour celle que l'on doit installer pour le Qatar, effectivement demande beaucoup d'accès à beaucoup de paramètres et de données personnelles qui sont présentes sur le téléphone, et ce, potentiellement de façon qui peuvent être jugées abusives. Parce que pour fonctionner, elles ont besoin de quoi, ces applications ? Qu'est-ce qu'elles vont chercher comme information ? En théorie pure,
pour une application Covid, c'est votre identité, de façon certaine, votre identité, date de naissance, lieu de naissance probablement, pour garantir vraiment votre identité, les preuves de vaccination ou de précédentes contaminations Covid, etc. Là, en l'occurrence, demander l'accès à vos photos ou vos documents téléchargés sur le téléphone, parce qu'effectivement, un certificat de vaccination est un des documents présents potentiellement sur le téléphone, mais du coup, cela donne accès à potentiellement à l'ensemble des documents du téléphone. Donc finalement, une application, en tout cas pour celle-là, assez légitime sur l'usage, dans le sens où contrôler l'épidémie est important. Bon, exiger de façon digitale, d'exiger de façon application est un petit peu, potentiellement, pourrait être fait différemment. Mais qui à chaque fois, va un tout petit peu trop loin par rapport à ce que nous, en tout cas, en tant qu'Européens, on ressent comme étant potentiellement de l'espionnage. Alors, est-ce qu'on est, parce qu'on peut s'en inquiéter ou pas, en se disant, finalement, moi, je suis un supporter de foot, enfin, je ne suis pas très intéressant à espionner. Oui, alors c'est le gros... Est-ce que nous sommes des cibles pour le cyberespionnage, nous, chacun d'entre nous ? Alors, on pense tous qu'on a, en tant que particulier, et pour nos loisirs, en plus, absolument aucun intérêt. C'est un leurre complet. Il ne faut pas, bien entendu, virer à la paranoïa. Néanmoins, toutes nos données sont très intéressantes pour une certaine population qui travaille dans le dark web et qui manipule nos données. Pourquoi ? Parce que... Ouais, en quoi elles sont intéressantes ? En quoi elles sont intéressantes ? Par exemple... je n'ai pas encore ma place pour la Coupe du Monde. Je voudrais vraiment y aller. Bizarrement, je reçois parce que je m'intéresse au foot, parce que je consulte des choses sur le foot, parce que peut-être j'ai des applications de jeux gratuites sur mon téléphone autour du foot. Je reçois une notification qui me dit billet gratuit, gagner un billet gratuit pour la Coupe du Monde de foot. Hyper tentant, bien entendu, si toutefois je suis dans la cible. Je clique, et là on me demande mon nom, mon prénom et de mettre un mot de passe par exemple. C'est compliqué les mots de passe, donc je vais réutiliser un mot de passe que j'ai déjà mis ailleurs. Ce mot de passe que j'ai déjà mis ailleurs, finalement, cette application fausse qui prétend m'offrir quelque chose, les gens qui sont derrière peuvent complètement récupérer ce mot de passe, le recroiser avec mon nom, mon prénom, se rendre compte que c'est le même mot de passe que celui que j'utilise pour un site marchand. Sur ce site marchand, j'avais enregistré ma carte bleue, etc., etc., etc. Donc, alors ça, c'est à des fins criminelles. Là, ce que vous me décrivez, c'est pour récupérer des données qui vont me permettre de réaliser des achats ou d'aller puiser dans des comptes en banque. Ça, c'est à des fins criminelles. Le cyberespionnage, on l'imagine beaucoup plus politique ou économique peut-être, mais pas uniquement pour voler des gens ou aller voler dans le porte-monnaie ou les comptes en banque. Il y a effectivement deux gros axes et qui parfois se mélangent. Toute la dimension criminalité, récupérer de l'argent ou extorquer des fonds sur des comptes personnels ou d'entreprise d'ailleurs, et de l'autre côté, récupérer des secrets d'entreprise. J'utilisais l'exemple de donc ma carte bleue sur mon site marchand, ouais, et on récupérera ma carte bleue, mais sur mon téléphone ou avec mon mot de passe que j'aurais donc rentré sur ce faux concours pour gagner une fausse place de foot, mon mot de passe, si ça se trouve, je l'aurais également utilisé pour ma messagerie professionnelle. Et donc, moi, je ne suis pas très intéressante, mais si je m'appelle, je suis patron d'une grande entreprise et j'ai utilisé ce mot de passe ailleurs, par exemple, il peut servir à accéder, à rentrer dans les réseaux des entreprises. Et donc, toutes ces menaces qui pèsent sans être très bien identifiées, aujourd'hui, elles pèsent sur chacun d'entre nous parce que potentiellement, on peut être le salarié ou la porte d'entrée à une entreprise. Et on voit effectivement comme c'est galopant au niveau du cybercrime, tous ces rançongiciels. Aujourd'hui, par exemple, Tetris, vous êtes une pépite française parce que vous proposez un outil qui permet de lutter contre ce cyberespionnage. Qu'est-ce qu'on a comme arme pour se protéger ? En tant qu'individu, et même en tant que collaborateur d'ailleurs, la première des règles, c'est de mettre à jour ces appareils. Pourquoi ? Parce que dans le code on l'a encore eu hier, d'ailleurs on a encore reçu nous une alerte en interne dans notre entreprise, mettez à jour votre iPhone si vous en avez un professionnellement, mettez à jour Chrome et mettez à jour encore une autre application Firefox de mémoire. Pourquoi ? Parce que le code avant la mise à jour, le code à hier matin, avant que je mette à jour mon ordinateur en quelque sorte, comportait potentiellement des failles qui avaient été relevées par des hackers éthiques, en l'occurrence, des gens éthiques qui avaient constaté qu'il y avait un trou, qu'il y avait une possibilité de rentrer dans le code de cette application et de finir potentiellement par accéder à nos réseaux d'entreprises, etc. Et donc ces hackers vont prévenir les éditeurs de logiciels de la faille existante qui permet à chacun de la corriger. Exactement. Donc les hackers éthiques. Oui.
Maintenant, bien entendu, il y a tous ceux de l'autre côté qui n'ont pas les mêmes intentions, qui auront auparavant constaté ou exploité la faille. Donc c'est la raison pour laquelle, en tant que collaborateur ou particulier, en un, mettre à jour ses appareils, et en deux, en tant qu'entreprise, bien entendu, une solution qui permet de détecter et bloquer les cyberattaques en temps réel. C'est ce qu'on promeut, nous, et ce qu'on met en place chez Tetris, que ce soit d'ailleurs sur téléphone, puisqu'on parlait des téléphones au départ, ou sur les ordinateurs, les serveurs, les réseaux, etc. Pourquoi ? Parce qu'une attaque, ça va super vite à se déployer. Comment est-ce que parce que vous êtes spécialisé dans la lutte contre le cyberespionnage, comment est-ce qu'on différencie ces menaces entre une cyberattaque criminelle, on va dire mafieuse, et une cyberattaque de l'ordre du cyberespionnage ? Finalement, nous, on les analyse d'un point de vue technique, et d'un point de vue technique, c'est sur la fin du parcours qu'il y a une différence. Par exemple, le criminel rentrera sur le poste de travail, verrouillera les ordinateurs. Donc ça, c'est une attaque que l'on pourrait dire de sabotage, ransomware, etc. Est-ce que derrière, il y aura fuite de données, donc espionnage, et à quelle fin ? Potentiellement, donc, comme on disait tout à l'heure, extorsion de fonds ou faire sortir mes secrets industriels ou mes secrets d'État, etc., etc. C'est plus sur la fin du film, presque, que se joue la différence. Et le point sur lequel on se positionne chez Tetris, c'est de dire... Enfin, nos experts, bien entendu, analysent tout le film, on va dire, du début à la fin de l'attaque. Maintenant, nous, notre position est de dire, laissez pas rentrer l'attaque, et donc bloquez-la dès le début, neutraliser l'attaque avant qu'elle ne puisse faire des dommages. Donc dès l'entrée, dès qu'on constate quelque chose de suspicieux, dès qu'on constate que quelqu'un exploite la faille dans les logiciels non mis à jour, par exemple. Et donc là, ce qu'on va donner comme conseil à ceux qui veulent se rendre au Qatar pour suivre la Coupe du Monde en direct, eh bien, c'est de partir avec un téléphone aussi vierge que possible. Exactement. Et de désinstaller toutes les applications au retour à Paris. Exactement. Éventuellement, il y a moyen de faire un diagnostic avant-après sur son téléphone. Si on utilise un téléphone qui n'est pas vierge, il y a moyen, on le fait, de faire un diagnostic avant-après et de constater potentiellement. Oui, parce qu'un smartphone, ça se sécurise comme n'importe quel autre appareil électronique. Exactement. Et dans l'électronique, il y a les puces. Et ça va être le prochain sujet à la une de Smartech. On va parler des conséquences de ce contexte international avec à la fois une guerre armée, mais aussi une guerre économique entre les États-Unis et la Chine. Et au milieu, cette question de l'approvisionnement en semi-conducteurs, ces puces qui sont ô combien nécessaires pour faire fonctionner toute notre électronique et ce monde numérique. Pour en parler, Mathieu Duchâtel est avec nous en plateau, directeur du programme Asie à l'Institut Montaigne. Institut Montaigne, plateforme de réflexion qui... ne travaille pas que sur le sujet du numérique, mais qui se consacre plus largement à l'ensemble des questions de politique publique en France. Mathieu, vous avez vécu 9 ans entre Shanghai, Taipei et Pékin. Vous êtes auteur de nombreuses publications de recherche sur l'Asie. Pour l'Institut Montaigne, en lien direct peut-être avec le sujet, je peux citer Semiconductors in Europe, The Return of Industrial Policy, qui est paru en mars 2022. Pour discuter de ce sujet avec nous, nous avons également à distance Christelle Erémian, qui est journaliste en charge de l'actualité économique de l'industrie des composants pour la revue électronique. Alors là, je veux aussi préciser que c'est quand même une référence dans l'actualité de cette industrie de la microélectronique d'un point de vue à la fois technique et économique. Et dans le dernier numéro, Christelle a notamment écrit des articles sur les tensions sino-américaines dans cette industrie des puces. Et restez avec nous en plateau Ingrid Zollner. Merci beaucoup Ingrid, on a parlé ensemble du Qatar et des applis espionnes en tout cas, qui risquent de nous espionner. Je rappelle que vous êtes la directrice marketing de Tetris, une pépite française de la cybersécurité. Vous pourrez évidemment intervenir dans le débat si vous le souhaitez. Première question à mes deux experts en puces, en semi-conducteurs, en électronique et en spécialisé en Asie aussi, puisqu'on a ce fond de guerre économique entre les États-Unis et la Chine qui vient perturber cet approvisionnement de puces. Comment est-ce que vous définiriez déjà la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui en Europe en matière d'approvisionnement en puces électroniques? Alors, on est paradoxalement, par rapport à l'année dernière, en fin de pénurie en réalité. On voit que les grosses tensions qui ont pesé sur l'approvisionnement des semi-conducteurs, en particulier pour le secteur automobile, sont en train aujourd'hui de s'estomper. Qui était une pénurie qui était liée là à toute la période de confinement pendant le Covid-19, le plus haut de la crise Covid-19. Alors c'était tout à fait lié au Covid et aux disruptions dans les approvisionnements liés au confinement, mais c'était aussi lié
au contexte géopolitique et en particulier, pour ne citer qu'un seul facteur lié aux relations US-Chine, au stock constitué par Huawei pour répondre aux mesures américaines de finalement suppression de l'accès de Huawei à certaines technologies de semi-conducteurs. C'est-à-dire, précisez-nous ça. Alors, à partir de 2019, l'administration Trump a mis en place des restrictions très fortes à l'accès par Huawei à certaines technologies de semi-conducteurs qui n'ont pas été mises en œuvre tout de suite. C'est-à-dire que les Américains ont créé un système de contrôle des exportations qui s'accompagnait dans une première phase, et c'est intéressant parce qu'ils font la même chose de nouveau aujourd'hui, d'un système de licence temporaire. C'est-à-dire que Huawei pouvait continuer à acheter ces technologies de semi-conducteurs jusqu'à ce que ce système de licence temporaire arrive à sa fin. Et pendant toute l'année 2020, on était dans un système donc, de licence temporaire pour Huawei qui lui a permis de constituer des stocks, mais des stocks à hauteur de dizaines de milliards de dollars qui ont véritablement pesé sur l'ensemble de la... Ça veut dire qu'il y a une priorité qui a été donnée pour accumuler du stock du côté de la Chine, chez Huawei, et qui a pénalisé l'ensemble du marché international. Ça a été le deuxième grand facteur, autre que le Covid et les confinements. Christelle, on a aussi, alors peut-être qu'on arrive sur une fin de pénurie, mais on a aussi cette crise en Ukraine qui est quand même problématique, alors évidemment d'un point de vue humain, mais enfin si on s'intéresse à notre sujet, d'un point de vue fabrication, je dirais, de ces semi-conducteurs. Oui, tout à fait. En fait, la crise en Ukraine, quand elle a éclaté, on a eu très peur justement de ce problème d'approvisionnement en matières premières. Parce qu'il faut savoir que l'Ukraine exporte à peu près 70% du gaz néon dans le monde. Et ce gaz néon entre dans la composition des machines qui vont permettre de fabriquer les puces. Donc, il est extrêmement important. C'est pareil, la Russie, c'est le premier producteur mondial d'un métal qui s'appelle le palladium. Le palladium, on le retrouve dans les puces mémoire, dans les capteurs. Donc, c'est extrêmement important. D'autant qu'il y avait eu un précédent en 2014, rappelez-vous, quand la Russie a annexé la Crimée, on a vu une hausse du prix du gaz néon bondir de 600% pratiquement du jour au lendemain, et ça a eu effectivement des répercussions sur la chaîne d'approvisionnement. Donc, quand la guerre en Ukraine a éclaté, on a eu peur que cela recommence. Je dirais qu'avec la crise de 2014, en réalité, les fabricants ont su diversifier leurs sources d'approvisionnement. Et aujourd'hui, le plus gros impact, entre guillemets, de la guerre en Ukraine, je dirais que c'est surtout l'inflation qui touche la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs. D'ailleurs, comme le disait très bien Mathieu Duchâtel, on est en fin de pénurie. L'industrie des semi-conducteurs est une industrie cyclique. Donc, en fait, pendant la pénurie, on a eu une phase ascendante où les fabricants ont affiché de très très gros chiffres d'affaires. Ils ont beaucoup investi. Maintenant, on arrive sur une phase descendante. Et en réalité, cette phase descendante était prévue pour le début 2023. Mais avec la crise du Covid-19, plus l'inflation, plus la guerre en Ukraine qui provoque bien évidemment des incertitudes et qui influence les comportements d'achat des clients finaux, on voit que cette phase descendante a débuté en juin. Et le premier marqueur qui nous a fait dire ça, c'est la baisse des prix des mémoires notamment. Donc on arrive en fin de pénurie, il n'y a pas du tout de risque inflationniste là sur le prix des matériels, des matériels électroniques aujourd'hui en Europe ? Alors il y a une véritable question qui se pose aujourd'hui, qui est de nouveau liée à l'actualité des relations US-Chine. C'est la nouvelle vague de restrictions américaines aux importations chinoises de technologies de semi-conducteurs. On est arrivé le 7 octobre 2022, si vous parlez aux gens du secteur, tout le monde se souvient de cette date du 7 octobre, avec les nouvelles mesures publiées par le département du commerce américain, dans une nouvelle phase. On a eu une amplification progressive des restrictions américaines à partir de l'affaire Huawei, donc petit à petit, qui s'est étendue. Et nous, en Europe, on suit ?
Alors nous, on est subit directement affectés. Des entreprises comme ASML, qui fait de la lithographie, qui est la grande pépite européenne dans le secteur des semi-conducteurs, donc qui vend ces machines de lithographie qui sont absolument indispensables pour graver à tous les niveaux de gravure dans le secteur des semi-conducteurs, est directement affectée par ces nouvelles mesures, parce que ces nouvelles mesures visent le segment équipement pour les fondeurs, aussi bien pour les puces logiques que pour les puces mémoire. Et on est, comme dans cette affaire Huawei, dans une phase où les mesures américaines ont été annoncées, mais un système de licence temporaire est aujourd'hui en œuvre. C'est-à-dire qu'on peut, du côté chinois, continuer à acheter ces équipements, mais avec une énorme interrogation sur la suite. Et évidemment, pour prendre l'exemple d'ASML, qui a une chaîne de valeur qui est profondément européenne. Alors, les optiques sont allemandes, par exemple, etc. Ouais. Les systèmes, les approvisionnements en produits chimiques sont aussi européens. On est vraiment dans une industrie qui est profondément ancrée dans un écosystème de fabrication européen. Et alors justement, si on est dans cet écosystème européen, comment cela se fait-il qu'on soit si dépendant de décisions qui viennent d'outre-Atlantique ? Alors pour deux raisons. D'abord, c'est la nature de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs qui fait qu'on part de la conception et qu'on termine par le test et l'assemblage en passant par la fabrication, et que les Européens sont particulièrement bons sur l'équipement et qu'on est directement affecté par ces mesures américaines. Pour cette raison. Et la deuxième raison, c'est que le système de contrôle des exportations américains est fondé sur l'extraterritorialité et que tous les équipements qui incluent des technologies américaines sont directement affectés par ces décisions américaines. Christelle, comment est-ce qu'on peut se positionner, nous, en Europe, puisqu'on se retrouve finalement au milieu d'une guerre économique là, qui nous dépasse, mais qui nous impacte directement ? Tout à fait, c'est la crise entre les USA et la Chine, c'est une véritable guerre froide technologique actuellement. En Europe, on voit quand même des choses se passer. Alors, effectivement, comme le disait Mathieu Duchâtel, les États-Unis font pression sur les Pays-Bas pour que ASML n'exporte pas ses machines les plus avancées. Nous, de notre côté, en Europe, on voit aussi une certaine méfiance à l'égard des Chinois. Je citerai juste deux exemples récents. Celui de l'Allemagne, qui a une politique, je dirais, assez protectionniste vis-à-vis de son industrie des semi-conducteurs. Il a bien compris, le pays a bien compris que c'était une industrie stratégique. Et il veut à tout prix protéger ces industries de rachat d'entreprises originaires de pays non membres de l'UE. Donc, par exemple, en début d'année, le gouvernement allemand a stoppé le rachat de Siltronic, une entreprise allemande d'équipement de semi-conducteurs, qui aurait dû être rachetée par GlobalWafers, un Taïwanais. Là, dernièrement, le mois dernier, Elmos aurait dû être racheté par un concurrent suédois, Silex. Jusque-là, tout va bien. Sauf que Silex appartient à un groupe chinois de microélectronique, SAI Microelectronics, et le gouvernement allemand a mis fin aux négociations. Le ministre de l'économie allemand, Robert Habeck, a bien dit qu'il souhaitait maintenir sa souveraineté stratégique, économique, que le pays était ouvert, mais, je cite, il a bien dit qu'il n'était pas naïf. Donc voilà pour l'exemple allemand. Il y a aussi un précédent en Grande-Bretagne, il y a 10 jours à peu près. Newport Wafer Fab était donc une entreprise galloise du Pays de Galles qui a été rachetée par Nexperia, une entreprise néerlandaise, en juillet 2021. Et voilà que le gouvernement britannique revient sur sa décision au prétexte qu'il y a une loi qui est passée en janvier 2002 et qui lui donne cette prérogative de pouvoir revenir sur des rachats antérieurs s'il juge qu'il y a un risque pour la sécurité nationale.
Et c'est ce qui est en train de faire le gouvernement britannique. Il demande donc à Nexperia de rétrocéder les parts qu'il a achetées dans Newport Wafer Fab, à savoir 86% de l'entreprise. Évidemment, Nexperia est vent debout. Les salariés de l'usine craignent pour leur emploi. Donc, vous voyez bien que en Europe aussi, on a une certaine crainte vis-à-vis de la Chine. On ne voudrait pas qu'elle prenne le pouvoir sur certaines industries stratégiques et notamment les semi-conducteurs. Et en France, on a le cas de Excelia aussi, qui là aussi pourrait être totalement revendu, même si c'est plus totalement français, je crois déjà. Mais c'est le spécialiste français des composants électroniques qui équipe notamment le Rafale ou l'Airbus A350, qui pourrait être racheté par un Américain. Alors je ne sais pas si vous avez des informations récentes sur ce rachat, mais la France essaye d'étudier d'autres options qu'une cession aux Américains. Donc on se retrouve, on n'a pas envie de tout céder aux Chinois, ni tout céder aux Américains, mais est-ce qu'on peut avoir une indépendance? Aujourd'hui, sur la fabrication de semi-conducteurs, on a un plan avec Intel en Europe. Est-ce que ça peut suffire? Alors oui, et peut-être juste un point sur le filtrage des investissements, puisque l'Europe a maintenant un mécanisme de filtrage des investissements qui permet une action concertée des pays européens dans des cas d'investissements étrangers qui sont problématiques sur le plan de l'accès à certaines technologies. On voit bien les chiffres qui sont publiés par l'Union européenne depuis que cette régulation est en vigueur. On a finalement plus de cas de filtrage d'investissement américain que de cas de filtrage d'investissement chinois. Ouais. Donc évidemment, la problématique est à la fois américaine et à la fois chinoise. Et dans le secteur des semi-conducteurs, même si la plupart de ces filtrages des investissements sont censés rester confidentiels, on a eu des cas italiens qui sont sortis dans la presse. Du côté des capacités de production européenne, oui, on a maintenant un Chips Act. Oui. Enfin, on aura bientôt un Chips Act, mais dont les dispositions sont déjà effectives pour ce qui est finalement de la capacité des États membres de l'Union européenne de négocier avec des compagnies du secteur des semi-conducteurs des investissements qui bénéficient de subventions. Donc l'Europe a créé finalement un système d'exemption à son droit de la concurrence qui est extrêmement strict et qui empêche tout État... Et là, qui profite pour le coup à une entreprise américaine aussi. Qui profite tout à fait à une entreprise américaine parce que l'Europe, et en l'occurrence l'Allemagne, puisqu'on parle d'un investissement d'Intel à Magdebourg, a cette intention de monter en gamme dans finalement le niveau technologique des semi-conducteurs produits. On parle d'une fonderie qui produirait des semi-conducteurs à 7, voire 5 nanomètres, ce qui est extrêmement intéressant parce que les fondeurs européens, donc STMicro, Infineon, etc., ne voulaient pas finalement se positionner sur ce segment-là en partant de leur analyse de leur propre marché qui était assez intéressant sur des segments de semi-conducteurs, disons, moins avancés, en tout cas sur le niveau. Ça aurait été un investissement pour eux trop important finalement. Il y a une question du niveau d'investissement, mais du coup, l'Allemagne, avec son paquet d'aides d'État pour Intel, fait véritablement le pari qu'Intel va être capable de produire ses puces en 7 nanomètres, ce qu'Intel ne fait que de manière sous forme de prototype en Irlande aujourd'hui. Donc on parie sur la capacité de production de masse d'Intel, sur la création d'un marché pour le 7 nanomètres, 5 nanomètres en Europe. Alors, ça inquiète la Chine, ce genre d'initiative, ça inquiète la Chine ? La Chine est justement bloquée à 7 nanomètres. Et là, on a vraiment un point qui est crucial pour comprendre la géopolitique du secteur des semi-conducteurs. C'est que les restrictions américaines visent en particulier la capacité chinoise à franchir le seuil des 7 nanomètres. Et il y a deux choses à savoir sur le sujet. D'abord, ça nous ramène à ASML. Sans les machines de lithographie extrême ultraviolet, on a extrêmement de mal à graver en 7 nanomètres. Et le deuxième point, c'est que la grande fonderie chinoise, SMIC, S-M-I-C, a construit, a réussi pendant l'été à sortir un prototype de puce en 7 nanomètres qui explique aussi l'accélération des sanctions américaines
Et pourquoi? Juste un élément sur ce sujet. On a une vraie question sur les finalités militaires de ce type d'équipement. Le 7 nanomètres aujourd'hui, c'est avant tout les produits, disons, le haut de gamme de l'électronique grand public, certains iPhones. Alors les nouveaux iPhones sont en 5 nanomètres, les prochains en 3 nanomètres, mais le 7 nanomètres, c'est surtout ça aujourd'hui. Mais la vraie question, ce qui justifie l'approche américaine sur le 7 nanomètres chinois, c'est de se dire que ce 7 nanomètres a une utilité très importante en matière de recherche et de développement pour l'industrie d'armement. Il y a une vraie guerre et course technologique sur ce sujet. On n'a plus beaucoup de temps. Christelle, je voulais quand même qu'on fasse un point aussi sur Taïwan. Oui, tout à fait. Effectivement, comme le disait Mathieu Duchâtel, en réalité, cette crise entre les États-Unis et la Chine, pourquoi tout se cristallise en ce moment, c'est parce qu'il y a un risque effectivement d'invasion chinoise sur l'île de Taïwan, la Chine qui revendique Taïwan comme étant chinoise. Et pourquoi Taïwan? Parce qu'en fait, elle abrite sur son sol le plus grand fabricant de puces au monde, TSMC. Par exemple, les clients de TSMC s'appellent Apple, Mediatek. Donc c'est très important pour les États-Unis que la Chine ne mette pas la main sur Taïwan et notamment sur TSMC, parce que ça voudrait dire que, évidemment, la Chine mettrait des restrictions, imposerait des mesures pour empêcher les États-Unis d'avoir accès à ces types de semi-conducteurs. Et puis surtout, ça donnerait une avance technologique à la Chine. Et ça, les États-Unis ne veulent pas en entendre parler. On voit bien que ce sujet des puces électroniques, là on est au cœur de la compétition économique internationale à un très haut niveau. Merci beaucoup à tous les deux pour votre décryptage. Christelle Erémian de la revue électronique, Mathieu Duchâtel de l'Institut Montaigne. Merci aussi à Ingrid Zollner de Tetris qui est restée avec nous. À suivre dans Smart Tech, on va parler d'alerte cyber. Vous regardez Smart Tech, votre émission quotidienne sur le numérique et l'innovation. C'est le moment de notre alerte cyber. C'est un rendez-vous important parce que ça permet de se mettre à jour sur tout ce secteur de la sécurité, de la cybersécurité. On en parle avec Damien Bancal, le fondateur de Zatas.com. Et restez quand même avec moi en plateau, une spécialiste du sujet et également Ingrid Zollner de l'entreprise Tetris, pépite française de la cybersécurité. Bonjour Damien. Ouais. Comment allez-vous, Damien? Et quelle est la dernière actualité chaude du moment sur la cybersécurité? Alors, s'il fallait comparer le temps de sommeil avec les mauvaises actions des pirates informatiques, on ne dormirait plus du tout. Et dans les dernières nouveautés, malheureusement, on a encore ces nouvelles couches de ransomware, vous savez, le rançonnage, les prises d'otages d'entreprises, de fichiers, de personnes par des pirates informatiques. Et on aurait pu se dire, ça va se calmer un petit peu, parce que les opérations policières ont été d'une efficacité redoutable. On prend l'exemple de celle de nos gendarmes au Canada, il n'y a pas très longtemps, avec le groupe Blockbit. On pourrait se dire, ça se calme. Eh bien non, là, rien que cette semaine, sur ces 7 derniers jours, c'est 5 nouveaux groupes qui sont apparus, là, comme ça, dans les méandres de l'Internet, et des groupes qui, en plus, sortent véritablement de l'ombre parce qu'ils agissaient avant sans faire de communication, vous savez, ce fameux marketing de la malveillance, et ils sortent en montrant, eh bien, malheureusement, des cyberattaques super vicieuses et puissantes parce qu'elles ont, par exemple, intercepté des données. Je prends l'exemple du département, par exemple, des Alpes-Maritimes. Alors moi, je voulais aussi qu'on revienne, vous l'avez évoqué, sur l'arrestation d'un pirate informatique au Canada qui serait à l'origine justement du groupe qui diffuse ce malware qui s'appelle Logbit. Oui, tout à fait. Logbit, ce qui est fou, c'est que ce groupe de pirates informatiques existe depuis maintenant plus de 3 ans. Et les autorités canadiennes, avec nos gendarmes, la Gendarmerie nationale française, plus différents groupes policiers judiciaires de par la planète, ont réussi à mettre la main sur ce qu'on pense être aujourd'hui véritablement l'un des membres fondateurs, en tout cas instigateurs, de milliers de cyberattaques de par le monde. Il a été arrêté fin octobre. Alors c'était juste au même moment que le Forum international de la cybersécurité du côté de Montréal, la version nord-américaine.
Ce qui est complètement fou, c'est que le gars a été arrêté dans son garage, sur les genoux, son petit ordinateur portable, en train de regarder les victimes du jour. Donc, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que Lockbit, pardon du terme, était véritablement le numéro un des rançonneurs du moment, hein, sur les internets. On voit que ça s'est calmé dans ce groupe, hein. On voit clairement beaucoup moins d'attaques. Mais il y en a toujours autant. J'entends par là qu'il y a toujours, là encore pas plus tard qu'il y a 1 heure, ils affichaient encore des entreprises un peu partout dans le monde. Voilà, le problème, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des chefs. Alors, est-ce que c'était véritablement le chef à 100%? On n'en est pas sûr, mais ils ont des affiliés, hein, ces fameux loueurs d'outils de malveillance qui continuent d'agir à droite à gauche. Et quand ils n'ont plus le patron 1, eh bien, ils vont se vendre à d'autres groupes. Et on peut penser, par exemple, à des groupes comme Royal, qui vient d'apparaître, des groupes comme Play Ransomware, qui agissaient depuis le mois de juin et qui, là, véritablement sortent de l'ombre. Voilà, c'est une véritable problématique. Oui, enfin ça fait toujours, c'est toujours intéressant quand même d'entendre qu'il y a des arrestations dans le domaine du cybercrime. On va parler des pirates russes aussi, qui sont très actifs, hein. Ah mon Dieu, oui, les pirates russes, on peut pas. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne prennent pas de vacances. Alors, j'aime toujours rappeler quand même que ces pirates russes, là, aujourd'hui, qui affichent du nationalisme exacerbé, qui crient haut et fort qu'ils font ça pour leur pays, c'est exactement les mêmes pirates que moi, je voyais avant février participer à des black markets ou en tout cas des piratages informatiques qui avaient le seul et unique but de leur apporter de l'argent. Ça, c'est déjà un petit bémol qu'il faut quand même rappeler sur ces gens qui, aujourd'hui, perdent un petit peu en puissance, mais continuent à embêter le monde. On les a vus dernièrement s'attaquer, par exemple, au Parlement européen. Ça fait un petit peu de bruit parce que le Parlement européen, même si ça a été bloqué quelques minutes, c'est déjà aussi un moyen pour ces gens de faire du bruit. Mais ce qui est complètement fou, c'est qu'ils tirent un petit peu dans tous les sens. On a clairement affaire à des mercenaires 2.0 qui font appel à des petites mains, des adolescents qui veulent un peu s'encanailler. Ils fournissent des logiciels, hein, pour cyberattaquer. Et un exemple très concret, la semaine dernière, ils ont attaqué la Maison-Blanche, ils ont attaqué la société Starlink d'Elon Musk, ils ont attaqué le roi d'Angleterre. Bref, voilà, l'important c'est qu'on parle d'eux, en tout cas dans leur imagerie. Et petit détail loin d'être négligeable, quasiment toutes les semaines, ils proposent à leurs affiliés, à leurs membres, d'acheter des NFT ou de donner un petit peu de crypto-monnaie. Bref, il y a toujours une histoire d'argent derrière. Et je finirai sur cette preuve-là. L'un des membres de ce groupe vend dans le black market des accès à des outils qui permettent de lancer des cyberattaques. Donc, ils sont peut-être activistes comme ils osent l'afficher, ils sont surtout des commerciaux qui essayent de trouver des clients. Oui, alors si on reste en Russie, on avait eu une arrestation dont on avait parlé ensemble d'ailleurs par le FBI, mais alors là c'est en train de tourner vinaigre aussi. Ah, le groupe Revile, pour info, il y a quasiment 1 an, c'était au mois de janvier de cette année, arrestation en Russie, on va dire des pirates informatiques les plus dangereux du monde, en tout cas à cette époque-là. Même si le terme ne veut pas dire grand-chose, ils avaient aussi, eux, dans leur petit sac à malice, plusieurs milliers d'entreprises qu'ils avaient rançonnées. La police, le FSB, les services de renseignement russes réussissent à les arrêter grâce à l'aide du FBI, sauf que malheureusement, on connaît ce drame depuis le mois de février. Le FBI ne collabore plus du tout avec les autorités russes. Et donc, que se passe-t-il? Les avocats de ces pirates informatiques viennent de mettre en avant en disant « Oui, mais attendez, il n'y a strictement aucune preuve que nos soi-disant pirates aient attaqué des milliers d'entreprises. Ils sont juste accusés d'avoir eu en main une carte bancaire appartenant à des Mexicaines vivant aux États-Unis. Ils ne les ont même pas utilisées, ces cartes bancaires. Donc, du coup, les avocats ont dit « Écoutez, nos pirates ne sont pas des pirates, il va falloir maintenant penser à les libérer. » Bref, si on libère le loup dans la bergerie, d'autant plus une bergerie qui va être clairement atteignable pour nos autorités, ça risque de poser encore de gros problèmes, oui. Bon, on va terminer sur une note positive quand même, c'est en France, la CNIL, donc notre grand régulateur sur la protection des données personnelles, qui a décidé de faire appel officiellement aux lanceurs d'alerte cyber, comme vous, Damien. Oui, complètement. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire, hein, que c'est pas bien, hein. Ça fait quand même plus de 80 000 entreprises francophones que j'ai pu aider avec mon blog depuis bientôt 30 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que ça y est, depuis le mois d'octobre, depuis le décret du 3 octobre 2022, plus exactement, ça y est, la CNIL l'a affiché sur son site. Lanceur d'alerte, venez donner un coup de main à la cyber française. Comment? Eh bien, tout simplement, vous avez découvert une fuite de données quelque part, que ce soit dans un simple moteur de recherche ou quand vous utilisez un site web, eh bien, peut-être que vous avez vu des données qui ne vous appartiennent pas. Eh bien, maintenant, la CNIL va vous considérer comme lanceur d'alerte dans la condition où, bien sûr, vous faites ça sans contrepartie financière et de bonne foi. Génialissime. Petit bémol, je me permettrai le petit bémol bancal.
attention quand même aux entreprises qui ont pu chuter et qui pourraient se retourner potentiellement contre X, donc peut-être contre vous, en expliquant « Oui, mais attendez, cette fuite de données, est-ce que ce n'est pas ce lanceur d'alerte qui l'a orchestré et votre bienfaiteur est l'une des premières personnes à avoir vécu ce genre de choses ?» Mais ce qui est génialissime, c'est que ça y est, c'est affiché, la CNIL a dit lanceur d'alerte, aidez-nous, nous, on vous protégera, en tout cas, on fera tout pour vous aider. Ça progresse, merci beaucoup. Ingrid Zollner, un mot simplement sur ce monde cyber là. Effectivement, on constate l'affiliation, on constate les groupes protéiformes qui se défont, qui sont refont, des arrestations, mais finalement encore toujours beaucoup d'attaques, donc protégez vos systèmes. Merci beaucoup Damien Bancal pour tout le travail que vous faites et puis aussi vos chroniques dans Smart Tech, Damien de Zataz.com. À suivre notre chronique Où va le web. Dans ce clin d'œil quotidien au futur possible d'Internet, on va regarder ce qui se passe dans le Web 3 d'un point de vue de la diversité, ne serait-ce qu'un monde masculin. Mais où sont passées les femmes dans le Web 3 ? Il faut bien le dire, ce nouveau paradis technologique semble aujourd'hui exclusivement masculin. Le Web 3, on en a déjà parlé, c'est cette version décentralisée d'Internet qui repose sur la technologie blockchain. Mais alors, pourquoi les femmes sont-elles une espèce si rare dans cet univers blockchain ? Ce débat ne date pas d'hier et n'est d'ailleurs pas nouveau puisqu'il est le même pour le numérique en général. Et de la même manière, l'explication est d'abord sociologique. Les jeunes filles sont peu incitées à s'engager dans des filières informatiques ou mathématiques. Résultat, selon une étude BlockFi, 80% des femmes trouvent la crypto compliquée et 72% estiment qu'il est trop risqué d'y investir. Une peur du risque qui peut s'expliquer donc par le manque d'éducation et de compréhension de la finance décentralisée. Pire encore, les utilisatrices qui ont tenté l'expérience de l'investissement dans les crypto-monnaies rapportent une logique d'entre-soi et des mécanismes d'exclusion. C'est le cas par exemple de Caroline Jurado, fondatrice du média Les Cryptos de Caro, qui dénonce un boys club au code très particulier. Mais la révolution est en marche, je le disais, les femmes veulent remuer ce monde dominé par les hommes. Women in Blockchain, Women of Web 3, les hackeuses, les initiatives de prise de pouvoir des femmes dans l'univers Web 3 se multiplient, comme l'association parisienne Women in Web 3 qui veut aider le plus de femmes possible à investir ce nouvel écosystème. L'objectif premier, là encore, faire de la pédagogie. L'asso veut par le biais de podcasts ou de vidéos instruire et surtout démystifier la technologie. Utiliser un Discord, ouvrir un wallet ou encore acheter un NFT ne doit pas faire peur. À plus grande échelle, on trouve la fondation World of Women qui s'est alliée cette année à la célèbre plateforme The Sandbox. Elles ont mené ensemble une campagne d'inclusion de 25 millions de dollars. Les fonds seront investis dans un projet intitulé Fondation Wow, axé sur l'éducation et le mentorat. Grâce à ce projet, les femmes auront accès à un incubateur, des conseils et un financement et un mentorat qui vont faciliter leur orientation vers le métavers. Alors, le Web 3, une opportunité pour les femmes de rebattre les cartes ? C'était Smart Tech, merci à tous de nous suivre, merci à Ingrid Zollner d'être restée avec nous de l'entreprise Tetris jusqu'à la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver en replay mais aussi en podcast et puis dès demain pour de nouvelles aventures numériques.